France Maghreb 2. Le grand forum de ce 8 novembre avec la question du jour. Le résultat des élections mi-mandat aux États-Unis va-t-elle influer la politique de Donald Trump? Selon vous, vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Nous parlerons aussi d'économie, puisque la plus grande fortune d'Algérie veut créer 1 millier d'emplois dans les Ardennes en France. Le groupe algérien C'est Vital a annoncé hier, mercredi, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Charleville-Mézières, un projet d'implantation d'une unité de production d'équipements de traitement de l'eau sur un site laissé vacant par PSA. L'Elysée évoque la création de plusieurs dizaines d'emplois à court terme. Le roi du Maroc a appelé l'Algérie à un dialogue franc et direct mardi 6 novembre en proposant la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation pour dépasser les différends entre les deux voisins. La frontière entre les deux pays est fermée depuis 1994 et la dernière rencontre entre les chefs d'État remonte à 2005. C'est parti pour le grand forum. Vous allez pouvoir évidemment, comme d'habitude, vous exprimer au 01 40 33 9000. Je vous en souhaite la bienvenue, une belle écoute jusque 18h sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct. Et il y a du lourd, des sujets lourds aujourd'hui avec vous pour en parler. Vous allez pouvoir nous appeler, vous déchaîner, vous libérer. La parole est libérée dans cette émission, vous l'avez compris, 01 40 33 9000 pour vous exprimer, pour nous donner votre avis qui compte plus que jamais. Un retour parmi les retours, Islem Saïli, ouais, salut Islem. Salut à tous, salut Christophe, comment ça va? Ouais, dis donc, t'as la pêche, hein. Ouais, bah oui, toujours. Je te présente un Lyonnais. Un Lyonnais? Ouais. Attends, je vais prendre le casque. Voilà, c'est mieux quand même, hein. Mehdi Chebaïki, bonjour Mehdi. Il est où le Lyonnais? Il est pas... Il est où le Lyonnais? Ah, mais dès qu'il a vu qu'il y avait un mec de l'OM qui arrivait, il pouvait pas assumer, c'est bon. Bon, attends, je vais le rappeler, hein, t'inquiète. Ah, tu vas le rappeler? C'est pas normal que le Lyonnais soit parti. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, je le rappelle tout de suite parce qu'il est de Lyon effectivement. Donc forcément, voilà, le Lyonnais était parti, le Lyonnais. On l'avait mis à la porte, le Lyonnais. Non, comment ça, t'as mis à la porte? Tu rigoles ou quoi? Non, jamais. Non, jamais de la vie. Hein. Bon, c'est bien. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça se passe au lendemain d'une mini remontada? Écoute, je pense qu'on va pas aller sur ce sujet-là parce qu'il y a des sujets quand même qu'on peut pas aborder en antenne, Christophe. Ah, on peut tout aborder dans cette émission. Il y a pas de. Ouais, non, on n'a pas peur de porter haut nos convictions. Bah, elles sont belles les convictions côté parisien. Hein. Non mais lui c'est pas un Parisien, lui c'est un vendu Marseillais. Moi je suis un supporter du plus grand club de France, l'OM. Ouais, qui ce soir va se prendre une gifle face à la Lézoudre. Ça fait plaisir. Ah ouais. Nous on a déjà fait une finale de Ligue Europa l'année dernière. Bon, on verra Paris et Lyon parce que Paris je pense qu'ils vont y aller aussi. Et Lyon aussi, vous y allez tout droit. Allez où? En Ligue des Champions, oui, non, tu veux dire? Non, Ligue Europa. Oui, bien sûr. Ouais. Vous l'avez compris, c'est de foot sa chambre évidemment. Mehdi il a passé une mauvaise soirée. Bon, voilà. C'est pas grave, hein, ouais, ça mais arrive. c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Oui, bah vous les avez bien payés, vous. Hein. Fallait dire ça à ton équipe, gros. Un Parisien, un supporter du PSG qui dit ça, alors là, Mehdi, excuse-moi. Oui. Hier, c'était pas Offenheim. Nous, c'était Naples, tu vois. Napolitano. C'était l'Italie, tu vois. C'est la grande équipe de Naples, de Carlo Ancelotti, tu vois. Ah ouais. On en reparlera. Le dernier en lice paye le casse-dalle. Ok, ça marche. Bon, alors les gars, Islem, t'es pas venu tout seul? Eh non, j'ai ramené un ami à moi, il s'appelle Hotman, c'est un humoriste. Ah ouais? Salut Hotman. Salut à tous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Humoriste dans la vie ou humoriste d'occasion? On va dire dans la vie, ça fait plus stylé. Ça fait plus stylé, ouais. D'accord. Parce que Mehdi, il faut savoir que Islem Saïli aussi, c'est goûté à la scène. Hein, il fait quelques scènes de temps en temps. T'en es où d'ailleurs? J'ai vu. Comment? T'en es où en ce moment? Ah bah toujours. Là, oula, j'ai un trou. La semaine prochaine. Je fais mercredi prochain. D'ailleurs, je vous invite tous à venir. Enfin, payez vos places quand même. Faites pas les crevards. Enfin, je parle aux auditeurs. Hein, t'as vu? Ouais. Je fais la première partie de Waïd. Je sais pas si vous vous souvenez Waïd du Jamel Comedy Club. Ah bah si, oui, on voit très bien. Ah bah il était invité la dernière fois dans cette émission. Oui. Si je ne m'abuse. Oui. Bah voilà, je ferai sa première partie mercredi prochain. Puis après, pour ceux qui veulent voir mes autres dates, c'est sur Facebook ou sur Snapchat, Islem Saïli. D'accord. T'es plutôt quoi, toi, genre comique, Mehdi? Éclectique. Et plutôt les inconnus du coup. Les inconnus. Voilà. À l'ancienne. Non mais j'ai vu les vidéos de Islam et c'est tip top. Hein, je le conseille aux auditeurs. Ah merci, c'est gentil. Et il nous prépare un avis tranché tout à l'heure sur l'essence. Ouais. Ah ouais. Ça coûte cher, frère. Voilà. Ça ouais. C'est bien pour un mec qui prend le métro. Oh. Ouais, faut. Non, j'ai une voiture. Ah ouais. Ah, c'est compliqué. Bah non, je vais tout dire tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, ouais, évidemment. Alors, Hotman, sois le bienvenu en tout cas. Merci. Et toi, tu tournes où alors?
Bah tiens, je peux faire ma promo. Bah vas-y, t'es là pour ça. Hein. Et bah c'est cool, un peu dans tous les plateaux parisiens et puis tous les lundis à 21h, un plateau qui s'appelle le Very Strange Comedy Club et voilà, c'est au Sonar à Pigalle. D'accord, et c'est quoi ton nom d'artiste, c'est Othman? Moi c'est Othman, O-T-H-M-A-N et Lynx comme l'animal. Ah d'accord, ok. C'est quel genre d'humour? Moi c'est on dirait c'est de l'humour mais c'est juste des trucs de ma vie en fait. Tu vois, des histoires de ma vie en fait que je raconte, les gens rigolent mais en fait c'est vrai. Ah, d'accord. Donc c'est des faits qui sont des anecdotes, des voitures de mon père, tout ça en fait. D'accord. T'as compris? Istam, tu valides? Moi j'aime bien ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Ouais. Bon. Sinon ça serait pas mon ami. Moi tu me connais, je suis un opportuniste. Oui, d'accord. Bon, vous l'avez entendu, eh bien ils sont là, toute cette bande de jeunes sur France Maghreb 2 avec Mehdi Chebaiki qui ça va pas le rajeunir hein, pour le coup l'ami Mehdi, n'est-ce pas? Non, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas soyez les bienvenus. On va parler des sujets sérieux dans cette émission, vous le savez, on est sérieux, hein, bien entendu, avec cette question du jour que l'on vous pose dans un instant, à la une donc du grand forum aujourd'hui, Donald Trump. C'était un grand jour hier, un jour incroyable. La nuit dernière, le Parti républicain a défié l'histoire pour étendre sa majorité au Sénat. Le parti a dépassé toutes nos attentes pour ces élections de mi-mandat. Selon des résultats encore partiels, les Républicains remportent donc le Sénat avec 51 sièges contre 45. Les démocrates, eux, s'approprient la Chambre des représentants avec 222 sièges contre 199. Aujourd'hui, c'est plus important qu'une opposition entre démocrates et républicains. Il s'agit d'établir, grâce à la Constitution, des contrepoids à l'administration de Trump. Les démocrates vont travailler pour trouver des solutions qui nous rassemblent, parce que nous en avons tous assez de la division. That's enough. Voilà, alors là c'est à la fin, c'est Donald Trump en fait hier en conf qui se prend la tête avec un journaliste de CNN, je sais pas si vous avez vu les images donc sur les réseaux. Il se prend la tête avec lui, il lui dit je ne veux pas écouter votre question, taisez-vous. Et il le coupe, hein, genre on passe à une autre question. Et il a pas fait les choses à moitié, Donald Trump, parce qu'il a retiré l'accréditation. Donc ce journaliste de CNN, une chaîne qui déteste visiblement, eh bien ne pourra plus poser des questions au président de la République, au président Donald Trump. Voilà un petit peu comment ça marche chez Donald Trump. Alors la question du jour, vous savez qu'on est au lendemain des élections mi-mandat, des élections attendues. Est-ce que ce résultat va influer la politique de Donald Trump? Est-ce que ça va changer le fait notamment qu'il ait perdu la Chambre des représentants et qu'il ait conservé le Sénat? Rappelons à toutes fins utiles que c'est un petit peu le même sort qui est réservé pour la plupart des présidents états-uniens lorsqu'on arrive à mi-mandat. Tiens, Islam, t'as suivi un peu ces élections mi-mandat ou pas? Oui, j'ai suivi. J'ai vu qu'il y avait deux femmes musulmanes qui ont été élues. Exactement. Et elles se sont dit sur Twitter, j'ai hâte de siéger avec toi, Inch'Allah. On dirait ma mère quand elle parle avec ma tante, c'est de se rejoindre. Mais ouais, si, j'ai suivi, j'ai vu aussi qu'il y avait un nouveau sénateur homosexuel. Ouais. Si je ne m'abuse. Donc tout ça a dû un petit peu énerver le bon vieux Donald, hein, un petit peu, et la Fox, je pense. Mais ouais, c'est sûr malgré le fait qu'ils aient perdu, il y a quand même des signes d'ouverture d'esprit, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire par rapport aux deux musulmanes et au Inch'Allah, tu vois. En tout cas, ça va peut-être un peu compliquer la tâche pour Donald Trump sur la politique intérieure, Mehdi, notamment sur le mur, hein, sur aussi le fait qu'il voulait remettre en cause le droit du sol. Ça va lui compliquer la vie avec ces démocrates qui ont repris le pouvoir, si je puis dire, dans la Chambre des représentants. Oui, clairement, mais alors je suis pas du tout un spécialiste et un fin connaisseur du système électoral américain, mais ce que je sais, c'est vrai que c'est un gros bazar, le système politique, enfin le système d'élection américaine, je n'y comprends rien moi. Quand on n'est pas formé là-dessus, c'est assez difficile d'en parler, donc vraiment ce sera des choses à vérifier ce que je vais dire, mais à ma connaissance, il a certes perdu la Chambre des représentants, mais il a augmenté, le Parti républicain a augmenté sa majorité au Sénat. Et le Sénat demeure quand même, à mon sens, la chambre la plus importante du système américain. Et donc finalement, c'est quand même quelque chose d'assez... Alors, tous les présidents américains qui sont passés avant lui ont vu les élections des midterms leur porter préjudice.
Mais lui, en l'occurrence, il perd une chambre, certes, mais à côté de cela, il consolide clairement parce qu'il avait qu'une voix d'avance à la majorité du Sénat pour les Républicains. Et là, il a, alors je me rappelle plus combien exactement, mais il y a quand même du mieux. Donc, faut pas non plus enterrer le bon vieux père Donald. Je pense qu'il s'est refait la cerise comme il faut dans cette histoire. Votre avis nous intéresse et vous êtes 71% sur Facebook à penser que ça ne va pas changer la politique de Donald Trump, ces élections en mi-mandat. Et effectivement, Mehdi le disait, il a repris du poil de la bête au niveau du Sénat, concédé la Chambre des représentants. Rappelons que c'est à peu près le même cas pour tous les ex-présidents états-uniens. C'est ce qui arrive à chaque fois lors de l'élection mi-mandat, ce qui n'a pas empêché Barack Obama, George Bush, etc. d'être réélus 2 ans plus tard. Ceci étant, est-ce que ça va changer la politique? Vous pensez que non, 71% sur Twitter, également LGF officiel pour voter, et en nous appelant au 01 40 33 9000. Est-ce que ça vous intéresse tout cela? Est-ce que ça va changer la politique de Donald Trump, cette élection mi-mandat, Istem? Ça, franchement, honnêtement, je saurais pas dire, je suis pas dans sa tête, du coup. Et comme a dit Mehdi, ça c'est un système trop compliqué pour nous, en fait, vu qu'on n'a pas grandi dedans. Nous, on est habitué au système français d'administration. Du coup, ça, je saurais pas te répondre, honnêtement. Je suis navré. Hotman, tu suis un peu, toi, les élections américaines, Donald Trump, les élections mi-mandat? Il est parti loin. Ouais. Non, je sais pas. Non, honnêtement, je regarde pas. Je suis pas assez cultivé pour répondre. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis qui nous intéresse. Et cette question aussi sur le remaniement du gouvernement aux États-Unis. Alors pourquoi pas un remaniement après des élections, sauf que le choix des ministres remerciés suscite la polémique. Il s'agit en fait de celui qu'on appelle aux États-Unis la tournée générale. C'est l'équivalent du ministre de la Justice, donc Jeff Sessions, bête noire de Donald Trump depuis qu'il s'est récusé dans l'enquête sur les ingérences de la Russie pendant la dernière campagne présidentielle. C'est son directeur, en tout cas de cabinet, qui va le remplacer, un homme proche de Donald Trump. Jeff Sessions, qui n'a eu de cesse d'être humilié devant la presse par Trump ces derniers mois, subit l'affront suprême d'être remplacé par une personne de sa propre équipe, une décision qu'il ne respecte pas le protocole habituel, souligne la presse américaine, puisque logiquement c'est son adjoint qui aurait dû assurer l'intérim en promulguant Matthew Whitaker au poste de ministre de la Justice. Le président américain s'assure d'avoir une personne loyale à ses côtés. Ancien procureur fédéral, n'a pas hésité ces derniers temps à critiquer ouvertement l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016, une affaire qui concerne directement Donald Trump. Sessions, lui, s'était justement récusé de cette enquête, ne souhaitant pas être accusé d'entrave à la justice, et c'est principalement ce que lui reproche Trump. Ce remplacement du ministre de la Justice était attendu depuis un certain temps et ne devrait pas être le seul. Plusieurs noms circulent au rayon des départs, parmi lesquels celui de James Mattis, le secrétaire d'État à la Défense. La Maison-Blanche attendait les élections de mi-mandat pour procéder à ces remaniements, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'aura pas tardé à s'y atteler pour le coup. Donc un copain pour superviser l'enquête du procureur spécial, c'est ce que dénonce l'organisation progressiste Move On, qui appelle à des centaines de rassemblements aujourd'hui à travers tous les États-Unis pour soutenir le procureur spécial Robert Mueller et pour soutenir l'indépendance de la justice. Vous avez vu que quand Trump y va, il fait pas les choses à moitié, Islam Mehdi. Non. Oui, mais alors là, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Appeler à des rassemblements pour soutenir quelqu'un qui a été choisi auparavant par Trump, en dénonçant le Trumpisme actuel, moi je vois pas l'intérêt de ce genre de mouvement, notamment au lendemain d'une élection. Les gens ont voté, les gens ont choisi, le peuple américain est libre de décider de son sort et de ses dirigeants et de sa politique intérieure notamment, et aller critiquer une décision légale, parce que ça a beau ne pas suivre le protocole habituel américain, ça reste une décision légale d'un président. Et puis en plus, j'ai envie de dire qui sommes-nous pour donner des leçons de ce côté-là, je suis pas du tout un Trumpiste, mais chez nous en France, n'a-t-on pas connu des nominations de hauts fonctionnaires qui étaient copains comme cochons avec des présidents, avec des premiers ministres, avec enfin c'est quelque chose de tout à fait normal, normal, malheureux mais hélas normal dans les démocraties actuelles, et on peut pas reprocher ça à Trump si on ne le reproche pas chez nous. Oui, alors notre spécialiste, il est là, Sofiane Lakhdari sur France Maghreb 2. Salut Sofiane. Salut Christophe, salut Mehdi, Islam et Hotman, c'est ça? Islam, pas Islam, Islam. Islam, oh pardon. Ouais. Surtout de nos jours. Ouais, pourquoi tu veux gâcher ma carrière?
Alors Sofiane, Donald Trump, élection mi-mandat, on le disait tout à l'heure, sous ton contrôle. Juste pour rectifier, peut-être s'il y a lieu de rectifier, il a gagné davantage de sièges au Sénat et donc il a perdu la Chambre des représentants. C'est ça, Sofiane? Tout à fait, ouais. Alors en vérité, ce qu'on a à retenir nous en tant que Français des élections de ces élections de mi-mandat, c'est que maintenant Trump, il a perdu le Sénat, je pense, et le Congrès il est avec. C'est-à-dire, il aura vraiment, ça aura des répercussions surtout sur le plan intérieur au niveau des États-Unis. Et ça, à mon sens, ça va être des arguments supplémentaires pour Donald Trump d'ici 2 ans dans sa campagne pour sa réélection, comme quoi que je voulais faire ce que j'ai promis, mais ça a été bloqué par les démocrates. Comme par exemple le mur qui est avec le Mexique et plein d'autres, par exemple Obamacare et certaines réformes que voulait abroger ou bien annuler complètement Donald Trump. Et là, au niveau de son électorat, il va dire que ça a été bloqué, c'est pas par ma volonté, mais par les démocrates. Et au niveau du Congrès américain, c'est la politique extérieure en vérité, ça aura aucune répercussion, il continuera à gouverner ou à appliquer son programme au niveau de la politique extérieure, c'est-à-dire un rapprochement total avec Israël et avec surtout le grand deal qui est en train d'être négocié aujourd'hui avec les Saoudiens et les autres pétromonarchies. De ce grand deal qui est en vérité un rapprochement déclaré ou une officialisation des relations entre les pétromonarchies ou certains pays arabes et avec Israël et la suppression totale de la cause palestinienne. Voilà. Mais nous, en vérité, Donald Trump, aujourd'hui, les gens pensaient qu'il y aura une vague démocrate dans les 2 chambres, ce qui c'était pas le cas. Et même au niveau des démocrates, il y a une telle divergence entre le camp de Bernie Sanders et le camp de, par exemple, Nancy Pelosi. On a entre les chrétiens, les démocrates progressistes, si on veut utiliser des termes qui sont proches de la politique aussi européenne, ou les chrétiens démocrates, c'est-à-dire à la valse, entre Mélenchon et Valls. Vous imaginez bien que c'est très compliqué pour Nancy Pelosi, et dans son discours au niveau du Congrès américain, elle a dit que notre priorité, c'est déjà de s'unir pour affronter Donald Trump. Chose qui est très très compliquée pour eux aujourd'hui dans le camp démocrate. Trump qui parle de véritable victoire et d'un jour de gloire finalement, et qui appelle à travailler avec les démocrates, il est pas un peu démago le mec? Ah, il est démago, mais lui, il a eu peur que si les démocrates avaient et le Congrès et le Sénat, ils allaient entamer la procédure d'impeachment, c'est-à-dire la destitution. Mais là, avec cette semi-échec de Donald Trump, en vérité, c'est pas une victoire pour lui, mais c'est un semi-échec parce qu'il risquait gros. Là, il va continuer, il pourra même vraiment continuer à gouverner par décret. Personne ne pourra arrêter le Trumpisme en vérité au niveau états-unien ou au niveau international. Un peu de people parce que ça fait du bien aussi. Qu'est-ce qu'il a après la chaîne CNN? Ah oui, dès le départ, lui, c'est la chaîne CNN, elle a fait une campagne, il faut se rappeler, il y a 2 ans et demi, une campagne anti-Trump primaire était vraiment flagrante. Il y avait qu'une seule chaîne qui était pro un peu Trump, c'est-à-dire la Fox News, mais les autres chaînes, ils ont même utilisé des fake news afin de salir l'image de Trump. Il n'a pas besoin de ces médias pour les salir, mais en vérité, il faisait beaucoup de désinformation. Et ils ont occulté complètement le financement de Fondation Clinton, etc., qui ont plombé en grande les démocrates. En vérité, ces médias-là, ils étaient pro-Hillary Clinton et anti-Trump, et là, il est en train de se venger à sa manière. Si vous voulez savoir quelque chose sur les États-Unis, sur Trump, c'est le moment de poser des questions, les gars. Mehdi ou Islam, si vous en avez, n'hésitez pas. Hein. Mehdi. Ah bah clairement non, moi je partage la vie de Sofiane, hein, très documenté, très intéressant, et c'est exactement ça. Il faut pas s'attendre à des révolutions dans un sens comme dans l'autre. Trump a le vent dans le dos, qu'il ait la Chambre des représentants avec lui ou qu'il ne l'ait pas, c'est une épine dans son pied. Comme a dit Sofiane très justement d'ailleurs, ça va certainement lui servir dans le cadre des prochaines élections présidentielles. Un politicien justement sait utiliser ses échecs pour mieux rebondir, et là justement l'argument est tout trouvé. Voilà, le mur, alors s'il prend du retard dans la construction ou s'il ne se fait pas carrément, ce sera la faute des démocrates. Si l'Obamacare n'est pas remis en cause et que les Américains continuent à payer pour une sécurité sociale, ce sera la faute des démocrates. Si il y a des échecs éventuellement au niveau international qui peuvent arriver, et que à la Chambre des représentants il y a eu des votes
qui est, allez, embêté un petit peu la diplomatie américaine, ce sera la faute des démocrates. Donc, in fine, l'avenir pour Trump n'est pas si sombre qu'il n'y paraît. Est-ce qu'on peut imaginer un Trump à la française, des amis? Islam, tu vois, toi, un Donald Trump présider la France? Franchement, avant j'étais beaucoup plus optimiste. Je me disais peut-être que les Français sont un peu plus ouverts d'esprit et j'avais un peu plus confiance en mes concitoyens, on va dire. Mais là, plus ça arrive, plus j'ai vu ce qui arrive au Brésil, j'ai vu ce qui arrive aussi dans les pays comme le Danemark, comme la Grande-Bretagne, et je commence à avoir peur des extrêmes un petit peu. Je commence vraiment à avoir peur et je me dis que est-ce que 2022, si c'est la prochaine. Oui, c'est la prochaine, oui. Est-ce que 2022, ce serait pas l'année de Le Pen, tu vois? De Le Pen? Ouais, je pense. Ouais. Mais après, peut-être que en France, l'extrême droite a été trop stigmatisée et trop raillée pour prendre ça au sérieux, et justement, c'est ce qui me fait peur. Tiens, Sofiane, ton avis. Est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir vraiment une Le Pen estampillée extrême droite par encore quelques, pas tous, mais quelques journaux, ou est-ce qu'il suffit simplement d'avoir un Wauquiez ou quelqu'un de la droite des Républicains qui ferait aujourd'hui très bien? Qui est pas mal non plus dans son domaine, hein. Comment? Qui est pas mal non plus dans son domaine, Wauquiez, hein. C'est très proche de Le Pen, voilà, parfois. j'ai pris cet exemple parmi d'autres, mais ils sont plusieurs parmi les Républicains qui fricotent un peu avec les milieux d'extrême droite. C'est d'ailleurs une de l'ironie de l'histoire. Vous savez, à l'époque, Nicolas Sarkozy, alors il s'affichait comme le grand siphonneur des voix du Front National. Ouais. Et au final, c'est le Front National qui a infiltré les voix des Républicains, parce que la voix des Républicains aujourd'hui, quelle est la différence entre le discours actuel des Républicains et le discours Front National d'il y a quelques années? On l'a vu aux élections avec Fillon. Pour moi, Fillon, c'était un candidat d'extrême droite, hein. On l'a lu son livre, hein, ici. Oui. Le totalitarisme islamique. Oui, absolument. Sofiane, peut-être ton avis là-dessus pour finir? Ouais, moi je pense que d'ici 2022, le contexte va changer en vérité. Pour le moment, s'il y avait des élections, je pense que l'extrême droite n'arriverait pas au pouvoir, mais d'ici 2022, il y aura beaucoup de choses qui vont bouleverser la vie quotidienne. Déjà, le 17 novembre, ça s'annonce un peu vraiment épineux pour Macron. Et quand on voit aujourd'hui idéologiquement, le Front National, on peut dire qu'il a gagné, ou l'extrême droite française a gagné, parce que c'est les thèmes qui sont en priorité aujourd'hui dans tous les médias français, dans tout le monde en parle. Rappelons les prévisions de Jacques Attali, hein. Exactement, Jacques Attali avait parlé d'une prochaine présidente, alors on ne sait pas laquelle, peut-être Ségolène Royal, peut-être Marion Maréchal Le Pen, on ne sait pas, mais... Ce serait le top, mais je doute fort. Mais je voulais juste préciser pour Monsieur Trump, en vérité, pour Donald Trump, il a entamé les sanctions anti-iraniennes. Ouais, ah oui, absolument, c'était le signe. Il a rétropédalé un peu, parce que ça pouvait engendrer des prix de baril à $200-250. Il a exclu 8 pays qui peuvent continuer à commercer avec l'Iran. Il s'agit de la Chine, il s'agit de la Turquie, après il s'agit de l'Italie, de la Grèce, du Taïwan. Et en vérité, il y a 8 pays, l'Inde, et ces pays-là représentent à peu près 80% des exportations iraniennes de pétrole. Alors pour dire que les sanctions anti-iraniennes que nous a promis Trump avant pour le 5 novembre, elles n'ont pas eu lieu pour des raisons qu'on connaît, l'incapacité à supporter un baril à $200-300 au niveau des économies des pays européens et des États-Unis. D'ailleurs, le baril est en baisse, hein. Il a baissé à peu près de $15. Ouais, on est à 70-72 $. Alors on imagine avec le prix à la pompe, quand on parle de la France, les prix à la pompe aujourd'hui il est à 60, à 55. Alors on imagine avec un baril à $200 combien ça va être. Vous voulez un bon plan, vous les conducteurs? Il paraît qu'il y a Leclerc, Intermarché et Leclerc, Intermarché et Carrefour. Auchan, à prix coûtant tous les week-ends. Voilà. Mais je suis pas convaincu de ça, hein. Ça baisse de 2 centimes, mais j'ai vu qu'à BP et à Total Access, c'est moins cher que Carrefour, Auchan et Leclerc. Ouais, absolument. Donc, parce que eux, apparemment, d'après ce que j'ai compris, Total en tout cas se fixe par rapport au cours du pétrole. Donc comme ça, le pétrole a baissé, forcément le prix du gasoil a baissé. On en reparle justement dans un instant. La belle transition est trouvée de l'essence dans la vie tranchée de Islam Saïli sur France Maghreb 2. Merci Sofiane. Et bon courage. Merci, bonne journée à vous. Et on parlera dans un instant. Oui, mesdames, messieurs, vous ne rêvez pas. L'Algérie qui vient à la rescousse de la France pour créer des emplois, ça se passe dans les Ardennes et c'est la société C'est Vital. Je vous jure que c'est vrai, à tout de suite. France
Maghreb 2, France Maghreb 2. Votre rendez-vous quotidien s'appelle le Grand Forum, c'est tous les jours de 16h à 18h avec cette question du jour aujourd'hui. Est-ce que Trump, après les élections mi-mandat, va pouvoir continuer tranquillement à faire sa politique? Vous continuez de voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et bien entendu, on suit ces résultats. Mais pour l'heure, on va parler d'un sujet qui est à la une de tous les médias, y compris à la une de la visite de Macron en ce moment. Il s'en prend plein les dents, Macron. On le verra tout à l'heure dans le zapping. Vraiment, c'est difficile. Là, ça sent la dépression peut-être pour lui. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça devient dur. On va parler de l'essence, du carburant dans l'avis tranché signé Monsieur Islam Seili. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors questionez-moi, allez-y. Alors dis-moi Islam, comment ça va en ce moment? Non, ça va pas trop là. Pourquoi? L'essence c'est devenu trop cher là, Christophe, mais là on n'en peut plus. C'est devenu un produit de luxe. Tu sais, moi j'ai un ami par exemple dans les réseaux sociaux, il adore flamber. Tu vois, il aime bien prendre en photo ce qui va lui faire paraître riche. Tu vois, par exemple quand il voit une Ferrari dans la rue, il se prend en photo avec, il fait croire que c'est sa Ferrari. Quand il va en boîte, il commande des bouteilles, tout ça, il se prend en photo, il fait croire que c'est lui. Et la dernière fois, il est parti mettre de l'essence et il a mis un selfie en train de faire de l'essence, tu vois. Et il a fait ouais, on met pas de l'essence nous. Et il a eu un succès fou. Tu sais, même moi j'ai commencé à kiffer sur lui. Je voulais qu'il m'emmène à la chicha. Tu sais, j'ai vraiment kiffé. Et la dernière fois, tu sais, pour te dire à quel point c'est devenu un produit luxueux, la dernière fois j'avais un rendez-vous avec des amis, ok, je suis arrivé en retard, j'ai dit désolé les gars, j'ai dû passer à la pompe, j'ai dû mettre de l'essence, mes potes ils m'ont regardé, ils font excuse-nous le duc de Rotterdam. Le mec va à la pompe pendant que nous on siphonne des R5. C'est vraiment devenu un produit coûteux et qui prouve qu'on est riche. Hein. Bientôt les rappeurs, tu vois les rappeurs dans leurs clips pour montrer qu'ils ont beaucoup d'argent, ils aiment bien jeter des billets comme ça. Voilà. Et bah bientôt Booba, tu le verras, il va juste verser de l'essence comme ça par terre. T'sais. Il va kiffer et tu sais dans son prochain son pardon, il va s'appeler Je roule en diesel easy. T'sais. Et pour vous dire carrément, même moi je voulais flamber. T'sais. J'ai mis un plein. J'ai pas mangé pendant une semaine pour le faire. Hein, voilà, j'ai mis un plein dans ma voiture. Je l'ai pris en photo, je l'ai mis sur Facebook, tu vois. Et mon cousin, hein, il était tout fier de moi, mon cousin du bled qui habite au bled. Il était là, il montrait ça à ses potes, il disait regardez mon cousin, il a gagné à l'euro million, bien sûr. Non vraiment. Et tu sais même ma famille au bled, on commence à leur faire de la peine parce que eux aussi ils voient le prix de l'essence qu'on paye, tu vois. Et là maintenant c'est ma famille du bled qui nous envoie de l'argent. Tu sais c'est plus l'inverse, c'est complètement changé. C'est devenu tellement cher l'essence, hein. Il faut savoir que l'essence c'est un outil de liberté, c'est surtout ce qui nous permet d'aller travailler. Hein. On n'est pas dans Fast and Furious, on fait pas des courses. Et du coup, bientôt, ça sera plus rentable d'aller travailler en Uber. T'sais. On aura tous des chauffeurs privés. Et tu sais, quand on va s'entasser à 15 dans des Uber X, parce que ça va coûter moins cher. Et quand on va voir un mec venir travailler avec sa Twingo, avec son propre essence, on va dire, eh ben voilà, il y en a qui ont eu des primes et pas nous. J'ai un ami, il a arrêté de travailler. Je lui dis, ouais, comment ça se fait? Pourquoi t'as arrêté de travailler? Il m'a dit, ah non, mais là, avec l'essence que je payais à l'aller et au retour, ça me coûtait trop cher de travailler. Ah non, il a dit, il préfère être au RSA ou au chômage, c'est beaucoup plus rentable. Voilà. Et tu sais, par rapport à cette hausse des prix, il y a le ministre qui est intervenu, il a dit non, mais on est obligé de taxer la pollution. Voilà, taxer la pollution, ce qu'il a dit. Et tu sais, c'est marrant que des ministres disent ça parce que tu sais, eux, ils roulent tous en Renault Talisman, bande d'enfoirés. On fait quoi? Ben, moi, j'aimerais bien faire une taxe sur la mauvaise foi. Tu sais, voilà, on va taxer la mauvaise foi et là, c'est sûr que le pays, il va décoller. On va être le pays le plus riche du monde, sans aucun doute. Et tu sais, moi, ce que j'aime pas, par contre, là, en étant un petit peu sérieux, moi, c'est les écolos un peu bobos parisiens, tu vois, qui sont là, qui disent non, mais il faut changer de mode de vie. Moi, ceux qui me connaissent en tout cas savent que je suis très concerné par ce problème de l'écologie, sur la pollution, le réchauffement climatique. C'est quelque chose de vrai. Mais c'est beaucoup plus facile de le dire quand t'habites à Paris et que t'as tout à côté de chez toi. Tu sais, quand t'es parisien, c'est facile d'être en bicyclette ou en trottinette. Mais quand t'habites dans le 78 ou dans le 95, tu sais, moi j'ai fait cette expérience depuis ma naissance, depuis toute ma vie, et je peux te dire que j'ai jamais vu un mec, même aussi concerné soit-il pour l'écologie, en bicyclette sur la 86. Tu sais, si tu veux avoir une vie, tu peux pas faire la 15 en trottinette. Hein, voilà. Et face à ça, les citoyens se sont un petit peu mobilisés, voilà. Il y a l'événement du 17 novembre. T'es au courant, Christophe? Ah oui, absolument. Donc il y a l'événement du 17 novembre. En gros, c'est quoi? On n'achète rien le 17 novembre et ça va faire perdre de l'argent à l'État. Par contre, la veille ou le lendemain, on peut acheter des trucs, ça va, tu sais. Et là, je me demande où est-ce qu'on va perdre de l'argent. Et c'est quelque chose qui a été repris par l'extrême droite. Hein, ça c'est génial. Et ça, mon pote Kader, il le savait pas parce que mon pote Kader, tout d'un coup, il s'est senti investi d'une mission patriotique. Il s'est dit non, il faut défendre la France, faut participer au 17 novembre. Pour lui, c'est un peu son 14 juillet. Et je me suis dit, tu sais, avec mon pote Kader et l'extrême droite, bah ça va être une raison d'unir le pays, tu vois. On va être tous ensemble. Et tu sais, j'imagine déjà mon pote Kader avec Gilbert, 55 ans, pro FN. Tu sais, ils vont crier trop de taxes, ouais, trop d'arabes.
Ouais, franchement, ouais, on est trop. Et il y a un autre truc qui me dérange un petit peu avec le 17 novembre, c'est que c'est un samedi. Tu sais, ils veulent bloquer le pays un samedi. Tu sais, pourquoi vous voulez m'empêcher d'aller voir ma tante, bande d'enfoirés? Laissez-moi tranquille. Et là, je me dis qu'en fait, si on est malin, bah samedi, on va pas utiliser notre voiture. Finalement, on va prendre les transports. Et est-ce que finalement, c'est pas Macron qui est en train d'organiser le 17 novembre? Allez, c'est tout pour moi. Merci Snem, merci beaucoup pour cet avis tranché. Mehdi. Oui. Alors, tu valides ou pas? Bah écoute, validé, archi validé. L'avis tranchant était tranché. Non, franchement, super. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Islam. Si. Ouais, sous le ton de l'humour évidemment. Mais ça peut être pas mal, ça, la 86 en bicyclette. Voilà, c'est ça. Ou alors à cheval. Mais je sais pas, apparemment Anne Hidalgo, elle est en train de vouloir faire la chasse aux bicyclettes là justement. C'est pas aux trottinettes électriques? Ou trottinettes électriques, pardon. Ouais, parce qu'ils vont trop vite sur le trottoir. Ouais. Mais bientôt, il y aura une piste cyclable. Ça va 35 km/h, ce bordel, hein. Ah, ouais. Franchement, c'est pas mal, mais quand t'habites à Paris, ouais. Mais c'est vraiment ce qu'a dit Islam, c'est, alors là, on est vraiment dans une pure vérité, c'est, la transition écologique, ok, mais pour qui, quoi? Les gens qui habitent à Paris, dans le centre de Paris ou en banlieue parisienne, c'est pas pareil. Les gens qui habitent dans le centre des métropoles comme Lyon, Marseille ou qui habitent en banlieue, c'est pas pareil. Les gens qui habitent à la campagne, enfin, quand je dis à la campagne, c'est même pas forcément dans des campagnes reculées, mais ne serait-ce qu'à 30 ou 40 km d'une ville. Ils font comment, ces gens-là? En plus, ils deviennent captifs. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de prendre un transport en commun est un choix. Ça peut être un choix économique, un choix écologique, un choix déontologique, mais c'est un choix. Le problème, c'est qu'avec l'augmentation du prix de l'essence, du prix des carburants, et pas que d'ailleurs, parce que tout un panel d'augmentation au niveau automobile qui arrive, on n'a plus de choix. On se retrouve obligé de prendre un transport en commun. Et donc, moi, éthiquement, ça m'interroge parce que, in fine, qui est-ce qui aura droit d'avoir un véhicule personnel? Les gens qui auront de l'argent. In fine, qui est-ce qui aura le droit de rentrer dans les centres-villes en voiture? Parce on parle déjà de barrages, enfin de péages plutôt à l'entrée des villes. Les gens qui ont de l'argent. À Paris, in fine, qui est-ce qui aura le droit de polluer? Parce que finalement, un véhicule, ça pollue. Les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc là, il y a un problème d'égalité réelle vis-à-vis du transport entre les citoyens. C'est clair. Tiens, Othman, t'as un point de vue sur la question de d'essence, toi? Tu roules en voiture? Non, moi j'utilise les transports en commun. Je suis d'accord avec mon collègue Islam, mais non, ouais, en fait, je suis en transport en commun, donc niveau de l'essence, j'avoue que je regarde pas trop. T'es pas concerné, quoi. Non. Tu t'en fous. Ouais, non, mais dis-le clairement. Je m'en fous. Ouais, d'accord, je m'en fous. Quand on est concerné, c'est normal qu'on comprenne pas la colère. Moi, tu vois, je parlais justement des petits bobos parisiens qui sont là et qui nous parlent sans cesse d'écologie. Moi, je suis d'accord. Ils ont raison de le dire. Mais pour eux, c'est beaucoup plus facile. En fait, eux, ils ont du mal à comprendre que la France, c'est pas Paris. Et Paris, c'est même pas l'Île-de-France, tu vois. Donc, en vrai, nous, ne serait-ce que, tu vois, moi, je suis en Île-de-France pour venir à Paris. Déjà, pour moi, la voiture, c'est vraiment un outil de liberté. Tu vois, je pourrais pas, par exemple, moi, je joue le soir. Et je pourrais pas jouer autant de fois le soir si j'avais pas ma voiture. Parce qu'en vrai, les transports, c'est quelque chose de limité. Et après, si on abandonne tous notre voiture et on prend tous les transports en commun, est-ce que les sociétés ferroviaires seraient capables de répondre à cette demande? Oui, absolument. Bon, en tout cas, vous pouvez en reparler si vous le souhaitez au 01 40 33 9000. Pour l'heure, on va aller du côté de l'Algérie qui vient à la rescousse de l'emploi en France. Et oui, parce que hier on a appris une sacrée nouvelle, les gars. C'était donc du côté de Charleville-Mézières, puisqu'on apprend que la plus grande fortune algérienne va investir. C'est le groupe algérien Cévital qui a donc annoncé hier, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Charleville-Mézières, le projet d'implantation d'une unité de production d'équipements de traitement d'eau sur un site laissé vacant par une société que vous connaissez, PSA. L'Élysée évoque la création d'une dizaine d'emplois à court terme. L'annonce a été faite donc par l'industriel Issa Robrabre, qui est donc la première fortune d'Algérie, au cours de la visite par le chef de l'État. Donc c'était sur le site hier, près de Charleville-Mézières, au 4e jour de son itinérance mémorielle dans l'est de la France. L'unité de production devrait être implantée dans un bâtiment qui n'est plus utilisé par le constructeur automobile, qui dispose d'une importante fonderie sur place. C'est un beau projet donc qui a vocation à créer à court terme des dizaines d'emplois. C'est à rappeler et marteler l'Élysée. Donc voilà, c'est un contrat qui s'est joué hier et ça s'est apparemment conclu à l'issue d'une dizaine de mois de négociations. Et on parle quand même jusqu'à 1 millier d'emplois créés par cette initiative à terme.
Donc c'est une superbe initiative. Ça nous vient d'Algérie, les gars. Là, votre nationalisme va être exacerbé de nouveau, non? Là, bah ouais, là on peut sortir le drapeau là. Ça fait plaisir. Non mais ouais, ça fait plaisir. Attends, je sais pas là si Mehdi il est en train de parler, j'entends pas. Non, il est là. Il m'a dit, il t'écoute. Ah ok, d'accord. Non, c'est parce que souvent quand il s'agit d'emplois ou d'entreprises qui s'implantent à l'étranger, c'est souvent dans le sens inverse. C'est souvent plutôt des pays européens qui vont en Afrique. Pour une fois que c'est l'inverse, ça prouve que je dirais pas que la tendance est au changement, mais c'est une belle manœuvre en tout cas. Moi, je m'en félicite. Mehdi, est-ce que tu salues cette arrivée de Cevital sur le marché français? Moi, je salue toutes les arrivées d'entreprises, de fonds d'investissement sur le marché français qui peuvent participer justement à la recréation d'emplois, à la création de richesses ici, à sortir des gens de la difficulté, parce que en l'occurrence, visiblement, il s'agissait tu me contrediras peut-être, c'est un ancien site industriel Renault, c'est ça? PSA, Peugeot Citroën. Peugeot, d'accord, oui, c'est l'autre, voilà, exactement. Et puis c'est assez symbolique aussi parce que là, on a l'un des fleurons, PSA, c'est l'un des fleurons de l'industrie française qui avait déserté le site. Et puis un industriel algérien qui vient pour remettre de l'emploi. C'est un joli symbole en plus d'être une belle opération financière et industrielle. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, messieurs, mais pourquoi Cevital n'investit pas en Algérie? Il y a peut-être du boulot, il y a du chômage, donner à manger là-bas quand même d'abord, non? Ils investissent énormément. Oui, je sais qu'ils investissent énormément. Le groupe algérien. Oui. On peut pas lui reprocher de pas investir en Algérie. On peut reprocher beaucoup de choses à Issa Drebrab, comme à beaucoup de grands patrons en règle générale et algériens en particulier. Mais pour le coup, il fait quand même travailler, il me semble, pas loin de entre 15 et 20 000 personnes, je crois, en Algérie. Donc c'est pas anecdotique. Hein. D'accord. Ouais, alors donc c'est vrai que Islam disait très justement tout à l'heure qu'on a plutôt l'habitude que ça soit l'inverse, c'est-à-dire que des grosses sociétés françaises aillent investir, que ce soit en Algérie ou au Maghreb, en Afrique en général aussi. Ils aiment bien, ils ont un appétit aiguisé d'ailleurs pour l'Afrique. Et pour le coup là, ça change quoi. Le schéma change. C'est Vital qui investit et qui va créer pas moins d'un millier d'emplois et l'Élysée s'en félicite par un communiqué. D'ailleurs, je précise que la visite de Macron sur ce site n'était pas prévue dans l'agenda et ça s'est rajouté à la dernière minute et donc ils ont pu se rencontrer et se saluer et surtout saluer cette initiative parce que c'est bon à prendre, bien entendu. Karim est avec nous au 01 40 33 9000. Rebrab qui investit, la société Cevital, société algérienne qui va créer de l'emploi en France. Ça vous évoque quoi, Karim? Écoute, moi je suis, de toute façon, je vais dire encore une banalité, mais que ce soit Cevital ou autre chose, moi je dis que plus il y a de l'emploi dans ce pays et moins il y a de racisme. Ceci dit, maintenant que ce soit, on va pas dire un cocorico, parce que je sais pas ce qu'il faut pousser comme cri quand c'est algérien. Tant mieux. Tu disais, Christophe, c'est vrai ce que tu dis, pourquoi il n'investit pas en Algérie, mais je te rappelle quand même que la fabrication de Fagor Brand de Vedette, ça se fait à Sétif, hein. Et il a créé un grand centre industriel d'électroménager là-bas. Et puis, tu sais, quand tu veux investir dans des industries nouvelles et qu'il te faut de la main-d'œuvre qualifiée, tu la trouveras pas forcément en Algérie. Donc, autant tu peux ramener les ingénieurs algériens travailler en France, je vois mal les ingénieurs français ou allemands alors s'installer en Algérie pour travailler. En tout cas, pour l'instant. Oui, ça viendra peut-être un jour, hein. Donc, c'est pour ça que des fois, quand tu crées quelque chose, tu es obligé de le faire à l'extérieur du pays, parce que là-bas, il n'y a pas toutes les structures, il n'y a pas la technique et le personnel qu'il faut. Mais moi, je voudrais revenir sur... et puis, je le salue, ce brave homme, parce que, il change un peu l'image du Maghrébin. Et ça serait bien s'il y en avait une cinquantaine comme lui, ou une centaine. Voilà. Moi, je reviens vite fait pour dire que je suis extrêmement déçu des résultats de Trump. Parce que j'aurais bien voulu qu'il se ramasse une gamelle, mais bon, que voulez-vous. Mais de toute façon, c'est partout pareil, hein. C'est l'immigration, ça fait peur partout et ça soude les peuples. Quand vous pensez qu'en Tchécoslovaquie, le mec, il a gagné les élections en faisant toute sa campagne sur l'islam, alors que sur une population de 13 millions d'habitants, il y a 2500 musulmans. Et il a réussi à être élu que sur l'islam. C'est pour vous dire que, où on est tombé, nous, les musulmans. Merci. Et une dernière chose, oui, Karim. Quand j'ai entendu Fatima, non, c'est comment elle s'appelait hier, Fazia, je crois, Mohamed, ou je sais plus. Faiza Ben Mohamed hier, oui. Ouais. Moi, je voudrais la saluer dans ce qu'elle a dit, et moi, je pousse vraiment le peuple marocain et algérien à passer au-dessus des dirigeants et à vraiment... on va en parler dans un instant, Karim. Merci beaucoup en tout cas de ton appel. 2 minutes, oui. Parce que moi, je voudrais dire aux Algériens... On n'a pas toute la journée non plus, Karim, hein. C'est le grand Karim, l'émission. Voilà. Non, mais attends, je voudrais simplement dire que les dirigeants, c'est les dirigeants, mais moi, par exemple, en tant qu'Algérien ou les Marocains, nous, les peuples, on n'a rien entre nous. On est des frères de culture, de religion, de continent.
de tradition. C'est les dirigeants qui sont de gueule, c'est pas nous. Voilà. Bon, on en reparlera dans quelques instants, disais-je. Merci beaucoup Karim, en tout cas, pour ta prestation. 01 40 33 9000 pour venir donc sur le plan économique, sur le plan de la création donc de cette d'une dizaine d'emplois, 1 millier d'emplois, hein, donc ce qui a été annoncé, en tout cas pour ce site qui a été laissé vacant par PSA, et donc c'est vital. Donc de Issam Rebrab va reprendre les rênes pour créer de l'emploi, et ça fait vraiment du bien. C'est vrai que ça change d'image. Il va être emmerdé le facho du coin là pour celui qui va créer de l'emploi. Il nous vient d'Algérie, pour le coup les galants, ça va être un peu embêtant, non? Bah, il pourra plus dire les immigrés veulent notre travail. T'sais. Ah oui, là, ah oui, c'est clair. Les immigrés donnent du travail. Change ton slogan. Alors, on accueille un autre auditeur au 01 40 33 9000. C'est vrai que ça fait du bien quand même à prendre, hein, ce type d'information. Ouais, ça fait plaisir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est ton prénom? Oui, c'est Fares. Fares, tu nous appelles d'où, Fares? La Selle Saint-Cloud. La Selle Saint-Cloud. Ah, la Selle Saint-Cloud. 78. Comment on appelle les habitants de la Selle Saint-Cloud? Ah, les cavaliers. Les cavaliers, nous dit Mehdi. Les cavaliers, ouais. Ah ouais. Il est un peu voisin avec Monsieur Le Pen. Ah oui, exact. Ouais, il a sa baraque là-bas, oui. Belle vos maisons en plus. Bon. Exactement, mais juste, je voulais intervenir par rapport à l'investissement de Monsieur Rebrab. Oui. En fait, c'est une usine pour, je crois, fabrication d'une eau ultra pure. Exact. Pour l'industrie pharmaceutique, je crois. Et en fait, c'est une start-up allemande qui a créé cette machine qui est unique au monde, qui Rebrab détient 80% de cette start-up en fait. Et cette machine, il a exposé à Alger, que en fait il voulait faire une usine la même en Algérie, ouais. Mais comme il y a des problèmes avec le gouvernement algérien, tous ces projets, il y a beaucoup de projets qui étaient bloqués par rapport à, en fait, comme il n'a pas soutenu le 4e mandat de M. Bouteflika, si je peux dire monsieur, parce que là le pauvre il est un peu il est un peu mal dans sa peau, quoi. On souhaite un bon rétablissement, ça reste un humain. Ouais. Il a fait du mal à l'Algérie, que moi je pense qu'il a fait du mal au niveau de l'image, parce que c'est pas le sujet. Pareil, c'est pas le sujet. Vas-y. Oui, exactement, voilà, mais c'est juste par rapport à me fâcher avec les Algériens. Il est bloqué, voilà, comme il est bloqué partout, il essaye de désertifier son économie un peu à l'étranger. C'est dommage que l'étranger, tu veux dire, profitent de M. Rebrab et que son pays natal qui ont fermé ses portes. Si je te suis, Fares, c'est à cause justement d'un manque d'implication et un manque d'intérêt vis-à-vis de son développement de son entreprise en Algérie que Rebrab a décidé d'aller investir à l'étranger, c'est ça? Oui, exactement. Il a investi en Italie, il a acheté une usine, la fonderie en Italie. En fait, il a un petit peu un problème parce que vous savez, la loi algérienne, elle n'a pas le droit, je crois, de sortir la devise de l'Algérie et tout ça. Du coup, il a un petit peu, il était en difficulté par rapport à ça. Et il a investi en Brésil. Et là, il a investi en France. Je crois que ça va être sa deuxième usine, comme il a dit l'auditeur précédent, Karim. Il avait l'usine Brandt. Qui travaille ici. Il a acheté une usine pour, je crois, des fenêtres de PVC, fabrication de fenêtres. Ouais, donc il investit et il crée des emplois, donc c'est tout bénéf là. Merci Fares, merci du côté de la Selle Saint-Cloud. Ciao, à bientôt. Sur ce qu'a dit Fares, oui, vas-y, je t'en prie. Alors juste une chose, déjà merci à Fares de ses éclaircissements, mais concernant Monsieur Rebrab et l'Algérie et le pouvoir algérien ou les pouvoirs algériens, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Monsieur Rebrab est un milliardaire en Algérie qui s'est fait à partir de très peu de choses à la base. Hein. C'est pas un fils de riche, c'est pas un fils d'oligarque. C'est vraiment quelqu'un qui a connu une enfance chiche et qui a petit à petit monté son entreprise. Il faut savoir que pour arriver à ce niveau de richesse en Algérie, sans appui dans les plus hautes sphères du pouvoir algérien, c'est quand même assez difficile. On parle de l'Algérie, c'est un peu pareil dans la plupart des pays de toute manière. Hein. On part pas de zéro pour arriver à quelques milliards sans appui. Et il se trouve que Monsieur Rebrab a longtemps été dans les
petits papiers du pouvoir algérien à d'autres époques, lorsqu'il y avait d'autres têtes. Il a pu bénéficier notamment du marché fermé des ronds à béton en Algérie à une certaine époque. Il a pu également surfer sur certaines spécificités du marché algérien qui faisaient que l'import était verrouillé par certaines personnes dont il faisait partie. Mais ça n'enlève rien à ce qu'il a pu faire. Il a créé de l'emploi, notamment dans le sucre, dans les produits frais, dans l'huile, dans beaucoup de choses, dans le verre plat. Mais c'est pas un opposant au pouvoir, c'est un opposant à un clan qui est au pouvoir. Voilà. Oui, c'est important de faire la nuance, Mehdi. Merci de l'avoir fait en tout cas, pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Méziane est avec nous. Salut Méziane. Allô, salam alaikum. Salut Méziane. Bon, ça fait plaisir qu'il y a un Algérien qui vient investir en France. Ouais. Et moi j'ai cru entendre que ce monsieur, pour arriver là où il est, il a quand même plus ou moins trempé un peu dans la mafia locale. Ouais, voilà. Donc dès qu'il y en a un qui s'en sort, ça y est, c'est tout de suite. Non, tant mieux maintenant. À partir du moment où il travaille pour l'Algérie, tant mieux, même si c'était une mafia. Mais quand même, d'une certaine manière, il est impossible en Algérie de devenir milliardaire si tu n'as pas un peu magouillé. Alors tiens, stop, Méziane. Mehdi. Oui. Est-ce qu'il est possible de devenir milliardaire en Algérie sans tremper dans ce que Méziane appelle la mafia? En dinar algérien, ouais. Moi, je parlerai pas de mafia ou de ce genre de choses. Je parle de marché verrouillé ou de marché arrangé, peut-être. Alors, il y a certainement de la mafia, beaucoup de choses. On va pas se casser les choses. Mais dans quel pays il est possible aujourd'hui de devenir milliardaire en partant de rien? Oui, donc quels sont les cas qui existent? Il y a Bill Gates, il y a Zuckerberg, il y en a quelques-uns. Mais au niveau mondial, j'en connais pas beaucoup qui aient pu arriver à ce niveau de fortune et de responsabilité sans avoir des appuis, sans passer par des marchés arrangés, y compris en Europe ou aux États-Unis. Oui, alors la moralité de l'histoire, ça veut dire que de toute façon, peu importe les moyens, ce qui compte c'est le résultat. Oui. L'immoralité de l'histoire, j'ai envie de dire. Oui, après ça dépend. Hein. Paraît-il qu'il veut se présenter aux élections présidentielles? Il paraît, oui, effectivement. Moi, je sais qu'à Béjaïa, il avait voulu créer toute une infrastructure avec université, lycée, collège, le plus grand centre commercial d'Afrique en général. C'est ce qu'il voulait faire. Et paraît-il qu'il a eu des oppositions d'un point de vue politique. Donc d'une certaine manière, là, il est monté un peu trop haut. Là, on lui a dit il faut arrêter. Donc tout ce qu'il y avait auparavant, ça a marché. Et là, maintenant, il est obligé d'investir à l'étranger parce que ce n'est pas une question de compétence. C'est une question que, à mon avis, il prépare ses arrières. Si demain ça tourne mal, il a son argent à l'étranger. Merci, Méziane. Il y en avait un aussi qui avait. Est-ce que vous vous souvenez, Mehdi, pardon de te couper, mais est-ce que vous vous souvenez d'un mec qui avait investi durement dans une télévision? D'ailleurs, comment il s'appelait ce mec, l'Algérien là? Khalifa, voilà. Khalifa Airways, donc compagnie aérienne. Il avait acheté des avions. Sponsor de l'OM. Ah bon? Ouais, ils étaient sponsors de l'OM. Ça vous a vraiment porté chance, tiens. Ouais. Et le mec avait créé une télé, enfin un truc de malade, et puis s'est retrouvé au HEPS, hein, c'est ça? Il s'est retrouvé en zonzon. Grosso modo, mais c'était un pharmacien lui à la base. Ouais, c'était un pharmacien, ouais. Et là, pareil, ça c'est devenu une affaire d'État cette histoire, hein. Khalifa, etc. En Angleterre, arrêté. Enfin, c'est devenu bon. Mais comme quoi, il existe un Algerian Dream, way of life, un Algerian way of life. Yes. Faut mettre en avant la réussite. Moi, je suis pas trop d'accord que dès que quelqu'un réussit. Dis quelque chose. Comment ça, dit quelque chose? Dis quelque chose, parce que moi je suis d'accord avec toi. Vas-y, dis-le. Ouais, moi je suis balance. Voilà, vas-y, parce que je sais que toi tu dois rester objectif. Mais moi je suis pas trop d'accord avec le fait que dès que quelqu'un réussit, on dit tout de suite ouais, non mais il a dû faire ça, il a dû faire ci, il a dû faire ça. Je pense que les symboles de réussite en Algérie, on les compte pas. Il y a pas pléthore pour utiliser la langue française. Enfin, il y en a pas énormément. Et c'est bien que quand il y en a, on les utilise, on les mette en avant, mais on parle pas tout de suite. On soit pas tout de suite pas dans la jalousie, mais voilà dans la mauvaise foi en disant ouais, il a traîné avec la mafia, il a eu des arrangements et des mauvais trucs. Montrons à la jeunesse que c'est possible et vous verrez qu'il y en aura de plus en plus. Par exemple, les Américains, quand ils mettent l'American Dream, ils disent pas ouais, vous allez réussir, mais va falloir traîner avec la mafia, va falloir faire du vice, va falloir voler les gens. Tu sais, Zuckerberg, si on regarde un peu plus en fond, c'est une idée qu'il a volée. L'idée, elle vient pas de lui. Pourtant, eux, ils mettent en avant l'idée qu'il a réussi, le self-made man, le mec a beaucoup travaillé, le mec. Stop.
pub. Et oui, on y va dans un instant. Et on va parler de l'Algérie et du Maroc. Parce que le roi du Maroc a voulu annoncer un appel à l'Algérie pour un dialogue franc et direct. Dites donc, il était temps. Mais juste avant cela, le zapping avec des nouvelles pas très rassurantes de Emmanuel Macron. Je crois que ça va mal. Il est en pleine dépression. À tout de suite. France Maghreb 2. Le micro ouvert, c'est toujours mieux quand même. On est là, messieurs, dames, jusque 18h pour le LGF avec Islem Seli, avec Mehdi Chebaiki et avec aussi Othman qui est avec nous. C'est ça, Othman. Oui, c'est ça, exactement. Othman, nom de scène, on rappelle Othman Lynx, LYNX comme et l'animal. on peut te voir lundi Oui, tous les lundis, 21h au Sonar, c'est à Pigalle. Et du coup, billet réduc. Exactement, billet réduc, OBS, etc. Voilà. Parce que ça coûte cher quand même le spectacle, les théâtres, tout ça. Oui, mais nous, tu sais, c'est 5 €, donc c'est le prix d'une conso, donc voilà, c'est scène ouverte. Bon, d'accord, très bien. Messieurs, on va passer au zapping. On va prendre des nouvelles de Emmanuel Macron parce que ça va pas très fort en ce moment, messieurs. Visiblement, il a passé une dure semaine. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il a été dans une usine Renault. Un syndicaliste lui a dit: vous n'êtes pas le bienvenu ici, monsieur. Ça s'est un peu empoigné. Donc, on va prendre un peu des nouvelles de Emmanuel Macron dans ce zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça veut... Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre étalon. Exactement. Alors, jusque 18h, tout de suite le LGF avec le zapping, Islem. Ouais. Avec dans ce zapping, pour commencer, quand Emmanuel Macron, le président de la République, oublie d'où il vient. Écoutez cet échange et le petit montage fait par une certaine presse. Écoutez. Mais non, j'oublie pas d'où je viens. Non, j'oublie pas d'où je viens. Non, j'oublie pas d'où je viens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Il y a aussi beaucoup de gens, quand ils sont dans l'État, les services sociaux, qui servent dignement et qui veulent faire de leur mieux. Vous savez pas ce que c'est d'être mais moi, je suis pas né dans une grande école. Moi, je suis pas un enfant de grande école. Moi, je suis pas un enfant de grande école. Emmanuel Macron est titulaire d'un DEA en philosophie. Il a aussi fait Sciences Po. Elena. Moi, je suis pas un enfant de grande école. Sciences Po. Elena. Arrêtez, s'il vous plaît. Mais non, mais tout le monde ne vient pas du même milieu que vous. Moi, je suis né à Amiens, j'ai de la chance, on m'a fait faire des études. Mes parents. Mais vous êtes quoi, vos parents? Le père d'Emmanuel Macron, qui lui-même est médecin, d'ailleurs. Tout comme sa mère, tout comme ses frères et sœurs. Mes parents, ils étaient à l'hôpital tous les deux tout bien. Son père, Jean-Michel Macron, il est neurologue. Sa mère, Françoise, elle était médecin conseil pour l'assurance maladie. Et puis voilà, tous les autres membres de la famille exercent dans la médecine avec diverses spécialités. Mais oui, mais d'accord. Et leurs grands-parents, vous savez ce qu'ils étaient? Ils étaient cheminots. Mais tant mieux. Mais voilà, mais c'est par l'école que c'est monté. Mais non, j'oublie pas d'où je viens. Non, j'oublie pas d'où je viens. Il a une autre histoire. C'est un petit cateau de la bonne petite moyenne bourgeoisie d'Amiens. Voilà pour ce petit reportage assez marrant et illustrant. Donc même pour ça, il n'arrive pas à se mettre à la hauteur du peuple, Macron. C'est quand même un problème. Mais surtout qu'il s'adapte à chaque fois, constamment il s'adapte. Je sais pas aussi si tu as vu la cérémonie à Verdun où il parle à un mec qui dit ouais, faut dégager les immigrés, quoi. Enfin, faut dégager les gens qui sont en situation irrégulière. Ouais. Et là, il a adopté un discours qui, il était méconnaissable, on le reconnaissait plus. Mais c'est constamment qu'il a quelqu'un en face, il essaye de se mettre à sa hauteur, à son niveau, il essaye d'être un peu dans le même moule, dans la même façon de penser. Et au final, ça devient c'est pour ça qu'au final, il souffre de schizophrénie identitaire. Oui, c'est carrément. Ouais. Mehdi, est-ce que tu penses que quand il est en roue libre, rien ne va plus chez Macron? Non, je pense que il est le président d'une génération où il y a beaucoup de caméras, beaucoup de micros, beaucoup d'interviews, beaucoup de visibilité sur Internet, et donc il n'arrive pas, il a du mal à cacher un peu tout ça. Mais pour être un peu plus précis, j'aimerais aborder 2 points. Le premier, c'est rebondir sur ce que vient de dire Islem à propos de l'ancien combattant et de l'entretien pris un peu en micro caché comme ça avec cette personne. J'ai envie de dire qu'il a rien dit de grave, Macron, sur cette phrase-là. Un président français qui explique que son pays peut pas être ouvert à l'ensemble des migrants du monde, je vois pas ce qu'il aurait pu dire d'autre de politiquement. C'est la façon dont il a dit. Qui était il a dit. Et surtout, c'était la personne qu'il avait en face de lui. Et surtout, quand on voit la personne, ce qu'elle était susceptible de penser, et derrière qui dit ouais, j'aime bien la façon dont vous pensez à Macron,
On peut pas trop se satisfaire d'avoir un président qui se dit de gauche. Mais ce qu'il faut bien faire, il faut bien prendre en compte qui il y avait en face de lui. C'est un ancien combattant, c'est un résistant. Enfin, je sais pas si c'était un résistant de la Deuxième Guerre ou si c'était un ancien combattant des guerres coloniales ou des guerres de décolonisation plutôt. Mais ce monsieur, cette personne d'un certain âge a ses opinions, elle le regarde. Moi, j'ai trouvé plutôt habile au contraire, parce qu'il avait clairement une personne qui voulait délivrer un discours d'extrême droite, anti-migrant quel qu'il soit. Et Macron lui a répondu, pour le coup, parce que je suis pas du tout macronien, mais pour le coup, je l'ai trouvé habile. J'ai eu peur que t'aies basculé là d'un coup. Comment ? J'ai eu peur que t'aies basculé d'un coup, dites donc. Non, absolument pas. Mais un président français, quel pourrait être un discours contraire à ce qu'a dit Macron? Il va dire on va accueillir tous les migrants. Un président français peut dire cela? Je vous pose la question. Non, il y a des façons de le dire. La façon dont il dit ouais, vous inquiétez pas, ça on va s'en occuper, en parlant des immigrants en situation irrégulière. Il y a une façon de le dire et après, la façon dont il a bien précisé. Ouais, il a précisé très bien, quand même que les personnes qui étaient en manque de liberté. Alors je sais que tout ça c'est comme dirait Wauquiez du bullshit médiatique. On est d'accord là-dessus. Mais sur Scootcom là, il était dans une impasse et je trouve qu'il s'en est bien sorti. Bon, autre chose dans le zapping, messieurs. Et toujours, décidément, les journées sont délicates en ce moment pour le chef de l'État. Actuellement en déplacement, vous le savez, depuis dimanche dans l'Est de la France, dans le cadre des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron, qui est sans cesse interpellé sur la question des prix du carburant, dont la hausse vertigineuse provoque la colère de la population. Mais ce mercredi, c'est un tout autre sujet qui entraîne une levée de bouclier importante, un sujet extrêmement sensible. Depuis Charleville-Mézières, toujours dans l'Est de la France, le président français a justifié la cérémonie qui devait se tenir samedi aux Invalides. De quelle cérémonie s'agit-il? Eh bien, 8 maréchaux de la Grande Guerre qui devaient être honorés, et parmi eux, il y avait le général Pétain. Alors certes, héros de la Première Guerre mondiale, mais surtout connu pour avoir, plus de 20 ans plus tard, collaboré avec l'Allemagne nazie. À propos de cette célébration, écoutez ce qu'a dit hier matin le président Macron et ce qui a fait sursauter notamment le CRIF et tout le Tossim. Je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire. Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Voilà, donc ça a fait sursauter évidemment. Du coup, hier, communiqué de l'Élysée hier soir, nous annonçons que le général Pétain ne serait pas cité parmi les généraux à qui on va rendre hommage ce samedi aux Invalides, seulement 5 au lieu de 8, et que a priori, et d'après les informations que l'on a, le président Macron ne devrait même pas venir. Donc vous voyez à quel point il s'est pour le coup couché pour le coup. Alors est-ce que vous comprenez cette polémique, messieurs, sur le fait, alors pour le coup là, vous savez, on n'est pas macroniste pour un sou, mais pour le coup, rappeler un fait d'histoire, effectivement, on a tous appris ça au moins à l'école, j'espère en tout cas, que Pétain a été un héros durant la Première Guerre mondiale, enfin un soldat, un brave soldat qui a conduit à la victoire de la France, et que pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est complètement transformé, il a été un boucher qui a collaboré avec les nazis. Qu'est-ce qu'il y a de grave là-dessus? Est-ce que le devoir de mémoriel en France, on devrait peut-être en finir un de ces quatre? Non, je sais pas, je pose des questions moi. Mehdi. Je pense que si on voulait continuer à culpabiliser les Français et à essayer de leur mettre la tête sous l'eau de leur histoire, on continuerait ainsi. Ce qu'a dit Macron, c'est une vérité historique qui ne peut pas être niée. Il n'a pas fait des louanges du maréchal Pétain de la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit pendant la Première, ce fut un grand soldat. Et je suis pas un spécialiste de l'histoire militaire française, mais on l'apprend à l'école. C'est indéniable. Après, par contre, qu'il n'y ait pas d'hommage rendu, là, je peux le comprendre parce que à la Libération, Pétain avait été condamné à mort et puis ça avait été commué en, alors j'ai pas le nom exact, mais c'est un genre de déshonneur national. Oui. Il y avait eu quelque chose d'assez symbolique là-dessus. Donc, qu'il n'ait pas eu d'hommage à rendre, ça, je peux le comprendre tout à fait. Mais par contre, simplement répéter qu'il fut un grand soldat qui guida la France, et sans qui peut-être on aurait parlé allemand dès 1938, enfin dès 1919 en l'occurrence en France. Je vois rien de choquant là-dedans. Islam. Non, je suis d'accord avec Mehdi, il y a rien de choquant là-dedans. Mais après, moi, juste
moi, de ce que je me souviens à l'école, certes, on m'a dit que c'était un des héros de la DRDR, mais on a surtout insisté sur le fait que Pétain, c'est celui qui a collaboré. Oui. Et que c'est quelqu'un qui briguait le pouvoir. Est-ce que le mauvais l'emporte sur le bon, finalement? C'est la question qu'on peut se poser aussi. On peut voir chez un homme. Quand on voit la taille et l'immoralité du mauvais, sur ce coup-là, ouais, je pense que ça l'emporte sur le bon. Ouais. Surtout qu'on l'a mis face à Charles de Gaulle, et aujourd'hui, dites-moi une ville où il n'y a pas une avenue qui s'appelle avenue du Général de Gaulle. C'est clair. Alors, en tout cas, l'exécutif a volé au secours du chef de l'État. Pétain a servi la patrie en 14 et l'a trahi en 40, déclare Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, avant que depuis l'Assemblée nationale, hier après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe évoque, je cite, d'exercice difficile, paradoxal de penser en même temps à ceux qui ont été glorieux et à ceux qui ensuite ne se sont pas montrés à la hauteur des enjeux de l'histoire. Fin de citation. Et quand l'histoire, justement, messieurs, contredit la polémique, je propose de réécouter ce que disait le général de Gaulle justement sur Pétain. Ça ne s'invente pas. En l'extrême hiver de sa vie, au milieu d'événements excessifs, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire qu'il acquit à Verdun, qu'il avait acquise à Verdun 25 ans auparavant et qu'il garda en conduisant ensuite l'armée française à la victoire, ne saurait être contesté ni méconnu par la patrie. Voilà, il l'a dit avec ces mots, donc c'était le général de Gaulle qui parlait de Pétain, messieurs. Donc là, pour le coup, Macron, il a pas fait un truc de ouf, quoi. Absolument pas. Et en fait, il y a deux manières d'appréhender ce genre de déclaration. Soit on le fait avec l'émotion. Et là, on se met tous, oui, d'accord, oui, c'était quelqu'un de très mauvais sur la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui a envoyé des gens mourir, certes. Soit on le fait un peu sur le côté de la rationalité politique. On contextualise, on n'excuse rien. Attention, je précise, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Ambiguïté, ouais. Voilà, exactement, d'ambiguïté, on n'excuse rien, mais il y avait un contexte. Et dans le contexte de l'entre-deux-guerres, notamment à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, et puis contexte de la Deuxième Guerre mondiale, Pétain a été frappé d'indignité, voilà, je crois que c'est ça, d'indignité nationale. Je pense qu'il était loin d'être le seul, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui lui ont survécu et qui ont par la suite participé à des gouvernements, qui ont participé à la politique de leur pays, et pas qu'en France, puisque on parle d'antisémitisme clairement concernant Pétain, c'était quelque chose qui était assez diffus et partagé par l'ensemble des élites européennes. Donc c'est un peu facile aujourd'hui de dire voilà, on a trouvé quelqu'un, on va en faire le diable absolu, alors que la réalité d'époque était beaucoup plus nuancée à ce sujet. Oui, c'est très complexe en fait quand on parle d'histoire, si j'ai bien compris. Il faudrait c'est pas on peut pas le faire en 5 minutes, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour en parler. Exactement. Qu'en 25 ans, t'es plus le même homme, quoi. Bah oui, ça, on l'a vu pour le coup. En tout cas, Emmanuel Macron, pour revenir à lui, il va à la rencontre des Français durant cette semaine, à l'occasion de cette semaine, donc de cérémonie du 11 novembre. Il est parti rencontrer les salariés hier. Écoutez cette scène hallucinante, incroyable. Les petites retraites et tout. Mais vous êtes un escroc, monsieur. Mais vous êtes un escroc. Mais le carburant, mais vous pouvez dire ça. Les autres présidents n'ont même pas osé faire la moitié de ce que vous faites. Et vous ferez pas 5 ans dans votre mandat. Ça vous a sorti de la panade. Tout le monde merci d'être venu nous voir, monsieur le président. C'est le premier. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, président, tenez bon. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. On crève la faim, monsieur le président, ici. Comment se fait-il qu'il y a des travailleurs pauvres 15% de chômage dans les Ardennes. Vivre avec 100 euros par mois, monsieur le président. Faites quelque chose. Voilà, énervé les mecs, hein. Énervé. Il y en a un qui crie tenez bon. Ouais, il y en a un seul qui crie tenez bon. C'est un peu le mec qui se retrouve au stade Vélodrome et qui crie allez Paris. Voilà, exact. Je sais pas s'il va survivre d'ailleurs. Non, au Vélodrome, non, pas sûr. Voilà, donc comprenez quand même que je suis inquiet pour Emmanuel Macron, son état de santé. Là, ça sent la dépression. Une semaine où il s'en prend plein la figure tous les jours. Ça devient dur quand même pour lui, les gars, non?
Très dur. Et j'ajouterais aussi, pour revenir sur Issa Rebrab, que je suis pas certain que politiquement il tire un gain de cette entrevue avec le patron algérien. La même semaine, se faire conspuer sur le prix de l'essence, démarrer une politique sur Pétain, et puis recevoir un patron algérien qui vient mettre ses billets en France, politiquement, on a l'impression que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il en sort toujours perdant. Oui, après c'est le problème lorsque l'on fait le vide autour de soi, lorsque l'on tient un parti d'une main de fer et qu'on évite que des têtes émergent. Lorsqu'on est le seul maître à bord, et ben forcément on devient la seule cible. Bon, alors messieurs, on va parler de dernier sujet prévu à la une, messieurs. On va parler de rapprochement, de réconciliation. Oui, messieurs, parce que le roi du Maroc, Mohamed VI, a proposé des choses. Il a appelé à consolider les relations bilatérales avec l'Algérie. En effet, à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte, le souverain marocain a appelé à tendre la main aux frères de l'Algérie afin de travailler ensemble à surmonter les divergences bilatérales. Voilà entre autres ce qu'a lancé dans son discours. Donc, le roi Mohamed VI a proposé de relancer les relations bilatérales, comme je disais. Il est donc important pour lui de mettre en place un mécanisme politique entre les deux nations voisines et de laisser place au dialogue et à la concertation, tous deux destinés à régler les différends entre les deux pays. Ce mécanisme devrait instaurer la paix et favoriser la coopération pour traiter différentes questions bilatérales, notamment celles relatives au développement économique dans la région du Maghreb. Voilà ce qu'a dit entre autres, et pas que ça, mais entre autres le roi Mohamed VI, qui l'a fait, je le rappelle, le jour de l'anniversaire de la Marche verte. Alors, monsieur, je sais que vous êtes tous algériens autour de cette table. Non, t'es quoi toi? Non, je suis marocain. Ah bah t'es marocain. Ah bah voilà. Alors, Othman. Bon, alors les Algériens d'abord. Comment vous voyez cet appel à la réconciliation lancé par Mohamed VI? Mehdi. Écoute, non mais allez-y, franchement les gars. Ouais, non, c'est pas, j'ai aucun souci avec ça. Non, c'est juste que il y en a eu beaucoup des déclarations de part et d'autre, de Mohamed VI, de Bouteflika à l'époque où il pouvait encore parler. Comment dire? Voilà, une déclaration politique comme celle-ci, elle est toujours régie par trois choses. Oui. Un passif, un contexte et un agenda. Ça, c'est le b.a.-ba de l'action politique. Le passif entre l'Algérie et le Maroc, c'est un passif antagoniste, tendu au niveau politique. Aux indépendances, dès le début, il y a eu des problématiques. Il y a eu ensuite des choix politiques qui ont été totalement opposés, c'est-à-dire au-delà des choix politiques de politique intérieure, il y a le fait que l'Algérie était dans les années fin des années 60, début 70 dans un camp mondial, les non-alignés, le camp socialiste. Le Maroc était dans le camp plutôt enfin sans aller jusqu'au camp occidental, mais il n'était pas du tout dans le camp communiste. Donc il y a un passif qui est long. Ensuite, le contexte aujourd'hui, lequel est-ce? C'est une quasi-vacance du pouvoir algérien. Ouais. Donc c'est du coup pour le coup très bien joué de la part de Mohamed VI, parce que qui va répondre aujourd'hui à ce genre de main tendue sur le papier? Il y a personne en Algérie qui a le pouvoir et il y a aucun clan actuellement et aucun leader qui est capable de dire on va dégeler les relations avec le Maroc. Tu veux dire qu'il l'a fait exprès, qu'il a attendu justement qu'il y ait une telle situation pour que personne ne lui réponde, pour dire voyez moi j'ai tendu la main, voilà. Non, mais en fait, si tu veux, à chaque événement national, fête nationale algérienne, le roi du Maroc envoie sa petite lettre de félicitations au pays frère Algérie. Ouais. L'Algérie fait de même le jour de la fête nationale du Maroc. Là, on est vraiment dans du protocole diplomatique. Mais pour revenir au contexte, oui, il fait ça au moment où personne en Algérie n'a les moyens, ne serait-ce que de répondre à une telle requête. Donc la requête, elle va assurément tomber à l'eau. Et la troisième chose, c'est qu'il y a un agenda. L'agenda actuellement pour le Maroc, c'est les négociations qui arrivent, me semble-t-il, dans pas longtemps avec le Polisario alors je crois que c'est à Genève et d'ici quelques temps. Donc le Maroc, en fait, le leitmotiv du Maroc, grosso modo, pour faire très simple, c'est de dire que l'Algérie est impliquée dans ce conflit et qu'elle doit participer. Et un mois avant les négociations avec le Polisario, c'est une manière de remettre poliment l'Algérie au centre des négociations. Ouais, et puis il faut pas oublier non plus qu'il y a un contexte intérieur au Maroc qui est assez compliqué et difficile, ce qui explique aussi peut-être de faire diversion. Alors c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, Mehdi, le
moment choisi pour faire la promotion d'une telle initiative n'aurait pas été laissé au hasard, hein, parce que cette annonce du roi coïnciderait avec l'anniversaire donc de la Marche verte, comme je disais. Cela devrait amener l'Algérie à considérer son offre avec méfiance et d'essayer d'analyser profondément l'offre marocaine, parce que évidemment il y a toutes ces interrogations. Avec une telle annonce, en tout cas le Maroc aurait tout à gagner et les pays maghrébins aussi. Cela donnerait de l'espoir pour l'Union du Maghreb arabe, dont le siège, rappelons-le, du secrétaire général est situé à Rabat, au Maroc. Cette organisation est connue politique, un organe politique qui a été formé, je crois, si je ne m'abuse, par l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie ainsi que la Mauritanie. Il restait inactif depuis 1994. Il a que de très peu d'influence politique de ses États membres. En tout cas, pour l'heure, le Conseil des chefs d'État ne s'est plus réuni, lui, pendant 24 ans, et l'organisation gouvernementale donc reste prisonnière des différends entre chacun des pays, dont le conflit du Sahara qui a souvent opposé donc l'Algérie au Maroc. Les relations diplomatiques devraient se démêler pour donc redonner vie et pourquoi pas à cette organisation. Est-ce que vous y croyez, messieurs? Est-ce que c'est possible de faire émerger, de faire se réveiller cette organisation qui avait réuni donc ces 5 pays du Maghreb? Vous y croyez, vous? Votre silence n'en dit long. Hein. Aucune chance, non, il y a aucune chance. Dans l'état actuel des choses, il y a absolument aucune chance. Il y a aucune volonté du côté algérien. Il y a, malgré la déclaration du roi du Maroc, il y a aucune volonté côté marocain. On est dans un jeu de dupes. Avant de pouvoir lancer, parce que la seule chose qu'il y avait eu, c'était une réunion lorsque d'ailleurs Hassan II était venu en Algérie, à Alger avec son grand bateau à l'époque et tout. Ça avait un peu marqué les esprits. Depuis, il y a strictement rien eu. 2005, je crois, la rencontre des deux chefs d'État. Hein. 2005. Oui, non, mais ça c'était une rencontre. C'était une rencontre entre les deux chefs d'État. Ouais. Mais au niveau de l'UEMA, c'était pas pour parler vraiment de l'UEMA. Non, mais je te parle de la dernière rencontre des chefs d'État. Et donc, rappelons que la frontière algéro-marocaine est fermée depuis 1994 à l'initiative du Maroc. Rappelons-le. Ça fait alors non, il me semble que la frontière n'est pas fermée. Alors il me semble que de mémoire, c'était suite à l'attentat de Marrakech avec des accusations du pouvoir marocain, voilà. À l'initiative du Maroc. Donc non, mais il me semble que le Maroc avait imposé le visa. Il me semble. Oui, je me rappelle. Moi, je te parle de la frontière, Mehdi. La frontière. Oui, mais la frontière, il me semble qu'elle avait été fermée du côté algérien. Hein, oui. Et que le Maroc avait imposé le visa et qu'en réponse, en riposte diplomatique, l'Algérie avait à l'époque fermé la frontière et également imposé le visa. D'accord. Mais bon, faudrait revoir un peu tout ça. On revoit tout ça. Il y a aucun désir de Maghreb de la part ni de l'un ni de l'autre. Pour vouloir faire un Maghreb uni, il faut lâcher un peu de souveraineté. Quand des gouvernants sont même pas prêts à lâcher de la souveraineté au sein de leur propre pays, au sein de leur propre ministre, de leur propre assemblée, qu'elle soit algérienne ou marocaine, je vois pas comment ils seraient prêts à lâcher de la souveraineté à un pays étranger. Ça me paraît pour le moment, à l'heure actuelle, utopique. Islam, avant de te demander ton avis, je rappelle juste, ça s'est passé il y a pas très longtemps. Vous savez que le Maroc a échoué pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2026. Et il y a eu cette proposition, alors je crois algérienne, pour que les 3 pays du Maghreb, à savoir Tunisie, Algérie, Maroc, organisent une Coupe du Monde commune. Pour 2030, le Maroc aurait refusé, lui préférant une alliance avec l'Espagne et le Portugal. Donc voilà, la main tendue, elle a été aussi du côté algérien, hein, pour le coup. Au travers du foot, c'est vrai, mais c'était peut-être déjà un premier départ, premier pas. Le foot, c'est une tribune politique, hein, faut pas croire. Tout est politique de là. D'ailleurs, on peut voir les pays qui avaient voté pour le Maroc. Oui, absolument. Et il y avait l'Algérie. Il y avait l'Algérie qui a joué le jeu. Mais ouais, elle est triste quand même cette histoire. On reste en fait dans ce contexte de la guerre des sables en fait en 1963 si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et c'est triste parce qu'en fait, quand on demande à un Algérien en Algérie ce qu'il pense des Marocains, il va dire c'est des frères. Pareil pour un Marocain du Maroc. En fait. Attends, Othman, c'est des frères les Algériens? Bien sûr, c'est la famille. Non, mais c'est vrai. Et tout ça est cristallisé par les intérêts politiques, par justement cette société. Et c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. On parle de souveraineté, mais comme l'a dit très bien justement Mehdi, justement personne ne voudra abandonner un peu de souveraineté. Et pourtant, on a tout à y gagner. On va demander l'avis du peuple, messieurs, dames, parce que c'est le peuple qui s'exprime dans cette émission et on aime les écouter. 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que Islam et que Mehdi, ou alors est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cet appel du pied du Maroc, du roi Mohamed VI vis-à-vis d'une réconciliation avec l'Algérie? 01 40 33 9000. On en parle dans un instant.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 et on va improviser un petit mini Libertad là pour savoir un petit peu ce que vous pensez de cet appel du pied du Maroc, de cette annonce, de cet appel donc du Maroc, le roi Mohamed VI, qui appelle à un dialogue franc et direct avec l'Algérie à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche Verte. C'est le discours qu'il a prononcé effectivement mardi où il a parlé donc de lancer cet appel. On va accueillir Mounir qui nous appelle de Dijon. Salut Mounir. Salut, comment ça va? Ça va très bien Mounir. Alors de quel œil tu vois cet appel du Maroc? Eh ben écoutez, moi je dis que c'est un peu dommage que ça il aurait dû le faire depuis longtemps quand même. Quand on voit que les pays européens qui sont même pas musulmans, ils ont créé l'Europe et puis ils s'embrassent entre eux depuis un certain laps de temps. Et puis ici le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ça fait je sais pas combien de temps qu'il y a encore des guerres entre eux et tout. Donc comme il disait Islam, tout ça c'est politique, mais c'est un peu dommage quoi. Ils auraient dû faire ça depuis longtemps quand même, je trouve. Bon, merci Mounir pour ton avis en tout cas. 01 40 33 9000 pour savoir si vous pensez que c'est possible parce que vous êtes un peu moins pessimiste que Mehdi et que Islam. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est là? Allô? Ok, salut. 01 40 33 9000 évidemment pour nous donner votre avis sur le sujet, bien sûr. Allô, bonsoir. Allô? C'est pour nous montrer qu'il écoute la radio, c'est formidable. Libertad, donc 01 40 33 9000. Non, c'est formidable. Attendez, c'est pire que l'équipe lyonnaise sur un terrain là. Allô, bonjour. Attention. Allô. Bon, je sais pas ce qu'il fait lui, il répond pas au téléphone, il doit mettre les sonotones, je sais pas. 01 40 33 9000. Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? Tu te sens visé, non? Non, absolument pas, parce que je sais que, comme je t'ai dit, on verra qui sera en lice à la fin en Ligue des Champions. Mais pour revenir sur rapidement sur le Maroc et l'Algérie, il faut créer des intérêts entre les peuples et des intérêts entre les pays pour que les choses fonctionnent. Et aujourd'hui, le Maghreb est la région du monde la moins intégrée économiquement au niveau des échanges. Donc ça en dit très long sur le futur politique de cette région. Momo de Paris est avec nous. Salut Momo. Momo, ouais, réveille-toi mon vieux là, on n'a pas trop... allez-y. Bah non, parce que l'Algérien c'est le guerrier, le Marocain le berger, le Tunisien la femme, donc ça n'ira jamais. Au foyer, c'est ça le proverbe déjà. Ouais. Quand on fait un proverbe un peu trop tendancieux, faut bien le dire, faut bien le citer. Au moins, ouais. Essaye de bien le dire la prochaine fois, hein, quand même. Bon, ce type de... Bon, c'est vrai que ça circule, ça c'est un truc que j'ai entendu depuis longtemps. Ça vient d'un proverbe perse. Ouais. Ouais, ça vient de là-bas, mais bon voilà. Qui est un peu là pour glorifier l'ego algérien, je pense. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que vous êtes égarés, les Algériens. Non, je suis pas sûr que ça glorifie l'ego de quoi que ce soit. Ça, c'est une phrase complètement stupide qui blesse un frère ou une sœur, donc je vois pas l'intérêt de ce genre de choses. Et ben voilà, c'est dit. Allô, bonsoir, qui est là? Allô? Bon, visiblement, je sais pas. Aujourd'hui. Bon, des trucs bizarres dans le standard. 01 40 33 9000, c'est vrai que ça aurait pu arriver plus tôt quand même cette histoire. C'est fait à un moment quand même bien précis, c'est fait à un moment où comme tu le disais tout à l'heure Mehdi, il n'y a pas grand monde qui puisse répondre, donc un peu embêtant. Bon, je sais pas, écoutez, pourquoi pas hein. Imaginons que ça puisse marcher. C'est vraiment là, mais non, mais on est dans de la com politique pure, je veux dire, il y a rien à attendre de ça. Mohamed VI bosse pour les intérêts du Maroc lors des prochaines négociations. Et politiquement, encore une fois, c'est très bien joué. Mais parler d'amitié entre les pays, il n'existe pas d'amitié. Il n'existe que des intérêts. Il faut bien le savoir. Les histoires de peuples frères, c'est peut-être bon pour nous, hein, au niveau des peuples, mais au niveau des dirigeants, ils ne réfléchissent pas de cette manière-là. Et j'ai envie de dire, à la rigueur, heureusement, parce que on crée pas des pays sur des bonnes intentions. Il faut mettre en place des processus. Il faut mettre en place des échanges économiques. Il faut mettre en place des échanges politiques, médiatiques. Pour le moment, il n'y a rien de tout ça. Ouais. Donc, on va construire une unité sur quoi? Mohamed, et il est là, je crois. Salut Mohamed. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Mohamed, tu nous appelles d'où? Oui, vous m'entendez? Ouais, tu nous appelles d'où Mohamed? Saint-Denis. De Saint-Denis, ok, on t'écoute. Oui, donc cette question me tient vraiment à cœur. Et c'est la première fois que j'appelle chez vous. Sois le bienvenu Mohamed, j'espère que c'est pas la dernière. Ah oui, complètement, parce que je vous écoute tous les jours, donc j'aime bien ce que vous faites, je suis pas toujours d'accord avec vous, mais ça fait avancer les idées, c'est bien. Ouais. Très très bien. Par contre, moi je voulais rappeler par rapport à cette question, je pense que on est tous à côté de la plaque, jamais, mais jamais, on va nous autoriser à faire un grand Maghreb. Ça c'est sûr. Pourquoi Mohamed? Parce qu'il y a des puissances étrangères, mais vous imaginez, un grand Maghreb, ça veut dire quoi?
on est mais vraiment fort. On a toutes les richesses, on a tout ce qu'il faut là-bas. Ouais. Mohamed, juste une chose. Alors, faut savoir une chose, hein, c'est qu'historiquement, le Maghreb a dû être uni dans son histoire environ un siècle maximum. Il n'y a jamais eu d'unité maghrébine. Hein, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire même du Maghreb. Oui, non mais je comprends bien, parce que l'Afrique, ça a été découpé et redécoupé à la volonté des Européens. Ça, non, mais je parle même bien avant, c'est-à-dire que même à l'ère antique, hein, à l'ère romaine, il y avait déjà Syphax qui se battait contre Massinissa. Il y avait, oui, c'était contre Massinissa, je crois. Ouais. Il y avait Carthage qui se battait contre les autochtones berbères. Non, et vraiment, il y a l'unité maghrébine. C'est un rêve que j'espère voir se réaliser, mais jusqu'ici, il n'a jamais eu lieu. Merci Mohamed, en tout cas. Mais aux gens d'aujourd'hui, ça fait trop peur à l'Occident. Ouais, enfin, non, Mohamed, moi j'entends ce que tu dis, mais en même temps, de dire ça, c'est de dire voilà, bah on cède et finalement, et on peut être plus fort que tout cela, et on peut dire on s'unit quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Et la première responsabilité, c'est les dirigeants des pays en question, hein, c'est pas l'Occident, hein, voilà. Enfin, je crois. Je pense que s'il y a un changement à se faire, il se fera par la base. Ouais. Pas par nos dirigeants. Ouais. Inch'Allah, comme on dit. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt, du côté de Saint-Denis. Ouais, justement, ça rime avec Inch'Allah. Vous avez lu le livre Inch'Allah? Non. Non. On parle de Saint-Denis, apparemment, il y a des islamistes partout là-bas. Bah, ouais, il y a des islamistes partout à Paris, hein. Si on croit même les Américains, Bagdad, c'est Paris. Oui, c'est vrai. On tente une dernière, allô? Allô? Oui, bonsoir, prénom et ville d'appel. Oui, bonsoir, Momo de Atis-Mons. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Momo? Ouais, moi j'appelle par rapport à la question là que vous avez posée. Ouais. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec le roi pour l'ouverture des frontières. Parce que moi je vous appelle personnellement parce que mon grand-père là, il était lui il était général à l'armée au Maroc. Ouais. Et lui c'est lui qui a fait la première. La première quoi, on n'a pas entendu. La première ouverture entre le Maroc et l'Algérie. Il met une photo il était avec l'ancien roi Mohamed V, il était en photo avec lui. Donc ça, normalement entre pays maghrébins, on doit ouvrir nos frontières. Ouais, normalement. Normalement, on doit ouvrir nos frontières parce qu'on est le Maghreb. Tout le monde dit Maghreb United. Donc on doit être unis entre nous pour faire nos frontières. C'est devenu utopique, j'ai l'impression. Merci en tout cas pour cette anecdote et à très bientôt, cher ami. Bon, eh bien ainsi se termine cette émission qui fut très sympathique. Mehdi Chebaïki, merci beaucoup. Ce soir tu vas chanter Qui ne saute pas n'est pas marseillais. Bah ouais. Un peu de solidarité avec le français. Pas. Écoute, ni marseillais ni parisien, 100% lyonnais. Bah 100%, bah vas-y reste avec ton club un peu flingué là. Votre club il a un maillot, on dirait l'Ice Nancy Lorraine, on vous reconnaît même pas quand vous jouez. Ah c'est sûr qu'on n'a pas les moyens d'acheter notre maillot chez Vuitton nous. Hein. Mais personne. Ok d'accord. Ouais bon courage avec vas-y. Jean-Michel Aulas, la reine des pleureuses. Ouais. Exactement, tout à fait. Chaque match vous voulez jouer avec l'arbitre et vous allez pas loin en plus. Ouais. C'est bizarre quand l'arbitre n'est pas de votre côté. Passez le bonjour à l'émir quand vous le voyez. T'inquiète, nous c'est l'émir et à Marseille c'est Frank McCourt. Yes. Ce soir, Italiano. Attention, ce soir, la Lazio Drome. Ah, bon. 3-1 pour la Lazio, c'est bon. Ah ouais, même les supporters marseillais n'y croient plus. Non, mais il va envoyer l'équipe, il va envoyer les remplaçants. Franchement, plus. Je crois que les gars, la Ligue 2 vous tend les bras. C'est bon, elle vous tend les bras. Elle est pour vous l'année prochaine. Marseille en Ligue 2. Au moins, vous pourrez être premier, au moins. Ouais, franchement, c'est un titre, hein. Ouais. On le prend, à cette heure-ci, on le prend. Vous pourriez être premier de quelque chose, au moins une fois. Bon, rendez-vous demain, les amis. On sera de retour avec, une belle brochette demain. Razik Metiche, Tarek Mami, Anan Zawani. J'aurais dû même commencer par Anan. Anan Zawani, Razik Metiche, Tarek Mami, du plus jeune au plus ancien. Rendez-vous donc demain 16h sur France Maghreb 2 pour la récap comme chaque vendredi. Merci Islam. Merci Christophe. Merci Mehdi. Merci Islam, merci Christophe, merci aux auditeurs. Restez bien branchés France Maghreb 2 évidemment. Restez bien à l'écoute de votre radio. Il est exactement 18h01. Bonne soirée. Le rappel de l'actualité tout de suite en ce jeudi soir. C'est avec, pour le rappel de l'actualité, Marine Garel pour le flash de 18h. Bonsoir Marine.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron, le chef de l'État, a déclenché une polémique que le gouvernement tente d'éteindre. En pleine commémoration du 11 novembre, le président de la République a jugé légitime de rendre hommage aux 8 maréchaux de la Première Guerre mondiale, dont Philippe Pétain. L'exécutif assure qu'aucun hommage ne sera rendu au chef de Vichy samedi aux Invalides. La garde à vue des 6 personnes proches de l'extrême droite arrêtées car soupçonnées de préparer une action violente contre le chef de l'État Emmanuel Macron est prolongée. Journée nationale contre le harcèlement à l'école aujourd'hui. Selon plusieurs enquêtes, le phénomène toucherait 10% des élèves de primaire et 6% des collégiens. La région Auvergne-Rhône-Alpes annonce la création prochaine du premier centre de référencement sur le harcèlement scolaire qui doit permettre de mieux évaluer le nombre de victimes de ce fléau sur son territoire. Le mouvement des Gilets jaunes contre la hausse des taxes sur les carburants prend de l'ampleur. Près des 2/3 des Français apportent leur soutien au mouvement. Selon un sondage publié ce matin, 42% des personnes interrogées comptent également manifester le 17 novembre prochain. D'ici là, les participants sont invités à déposer sur leur tableau de bord un gilet jaune comme signe de ralliement. Mamoudou Gassama, le Malien qui avait sauvé la vie d'un enfant suspendu à un balcon le 26 mai dernier, a été naturalisé français. La cérémonie s'est déroulée en début de semaine à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Aux États-Unis, en Californie, un tireur a ouvert le feu dans un bar-discothèque bondé de la banlieue de Los Angeles où se tenait une fête étudiante. 12 personnes ont été tuées. L'auteur de la tuerie est un ancien soldat de 28 ans. Il a été retrouvé mort. Il y a du football ce soir, les matchs de poule de l'Europa League. 3 clubs français en lice. Dès 18h55, Marseille joue à la Lazio de Rome. Rennes est attendu au Dynamo Kiev. Et puis à 21h, Bordeaux reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.